Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans la page internationale pour ce aujourd'hui. Content de vous retrouver depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François, Dassa-Étienne, Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM. À Jacques Mel, nous irons au Proche-Orient, l'opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée dans laquelle 12 Palestiniens et 11 soldats israéliens ont été tués est terminé annoncé mercredi. L'armée peut avoir mené des frappes aériennes sur Gaza en réponse à des tirs de roquettes. Voici un reportage assigné Euronews. Les troupes israéliennes ont annoncé la fin de l'opération qu'elles menaient depuis 2 jours à Jenin. Au moins 12 Palestiniens ont été tués et 3000 ont dû fuir un camp de réfugiés dans cette ville du nord de la Cisjordanie. Cette opération militaire, la plus importante depuis plusieurs années dans ce territoire occupé par Israël depuis 1967, avait été déclenchée lundi. Des centaines de soldats ont été mobilisés, ainsi que des drones et des bulldozers de l'armée. Un peu plus tôt, l'armée israélienne a bombardé des objectifs militaires à Gaza, des frappes qui répondent aux tirs interceptés de 5 roquettes sur Israël. Depuis plusieurs mois, un nouvel engrenage de violence est à l'œuvre dans la région. Mais pour Benjamin Netanyahou, la stratégie de son gouvernement est la bonne. ואני יכול לומר שהפעולה הנרחבת שלנו בג'נין איננה חד פעמית. אנחנו נמשיך ככל שדרוש כדי לגדוע את הטרור. אנחנו לא נאפשר לג'נין לחזור להיות עיר מקלט לטרור, ואנחנו נגדע את הטרור בכל מקום שנראה אותו, נכה בו. Mardi, l'ONU avait demandé particulièrement à Israël de respecter les normes internationales en matière de droits de l'homme. Au moins 190 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 26 Israéliens, selon un décompte de l'agence France-Presse. La Ligue arabe a condamné les opérations d'Israël. Les pays membres ont tenu une réunion d'urgence mardi pour discuter des mesures visant à arrêter l'agression israélienne et demander une protection internationale pour le peuple palestinien. Voici un reportage assigné CGTN News. Alors que la ville palestinienne de Cisjordanie subissait les combats les plus féroces depuis plus de 2 décennies, la Ligue arabe a convoqué ses États membres pour une réunion d'urgence. Il y a eu un tollé parmi les délégués au Caire qui ont mis en garde contre les implications des attaques israéliennes. Un nouveau crime fait couler une fois de plus le sang palestinien qui met en garde contre des conséquences désastreuses, menace la stabilité et entraîne tout le monde dans un cercle incalculable de violence. Cela entrave également les efforts déployés pour rétablir le calme. L'opération israélienne à Jenin a vu des milliers de personnes fuir le camp palestinien pour chercher refuge au loin. Le président palestinien Mahmoud Abbas a décidé de suspendre tous les contacts, réunions et coordination de la sécurité avec Israël en raison de leur agression. Jenin n'est pas la seule cible de cette agression israélienne. L'objectif principal est de mettre fin à la résistance nationale palestinienne en général, de restreindre toute possibilité d'une indépendance palestinienne tangible, et c'est une tentative de jeter des bases solides à l'apartheid, aux colonies et à l'occupation israélienne. C'est ce que disent les ennemis de la paix et ce qu'ils veulent atteindre. Israël affirme que son opération à Jenin vise des cibles qu'il décrit comme des factions palestiniennes soutenues par l'Iran. Les attaques sont présentées comme une mission préliminaire visant à freiner d'éventuels efforts palestiniens pour fabriquer des roquettes. L'Égypte, médiateur dans la crise palestinienne, affirme que les attaques continues d'Israël vouent tous les efforts de médiation à l'échec. Nous irons au Sénégal. Les réactions pleuvent, y compris à l'international. On salue l'homme d'État et une décision d'apaisement. L'opposition a relativisé ce mardi 4 juillet la portée de cet acte, exhortant leurs sympathisants par la voix de Déthié Fall à rester vigilants et mobilisés. Voici un reportage assigné Africa News. Au lendemain de l'annonce de la non-candidature à la présidentielle 2024 de Macky Sall, l'heure n'était plus à la jubilation dans les rangs de la première force d'opposition sénégalaise. Les membres de la coalition Yewwi Askanui sont revenus mardi sur les graves troubles survenus en mars 2021 et début juin dans le pays. Le peuple a vaincu, le peuple a gagné. C'est le triomphe du peuple.
et que cette victoire du peuple, l'émotion ne doit pas nous amener à justement ne pas faire la bonne lecture de ce qui s'est passé. Le président Macky Sall s'est déconnecté totalement du passé récent. 50 morts. Totalement déconnecté de la crise de confiance. Les nombreuses réactions, y compris à l'international, ont salué la décision du président sénégalais. L'opposition réclame désormais un scrutin inclusif avec l'opposant Ousmane Sonko. Il ne faudrait pas que l'acte qu'il a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler des leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisé. Le chef de file du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a été condamné à 2 ans de prison dans une affaire de mœurs. Bloqué chez lui par les forces de sécurité, sa participation à la présidentielle de février 2024 reste compromise. Réunion de l'OCS par visioconférence, les points forts. Le 4 juillet, une réunion des dirigeants des pays de l'OCS a eu lieu en ligne. L'événement a marqué la fin de la présidence indienne et son transfert au Kazakhstan. Les dirigeants ont soulevé un certain nombre de questions importantes. Igor Kulachenko, reporter de RT, pour un reportage. L'Organisation de coopération de Shanghai vient d'accueillir un nouveau membre dans ses rangs. La République islamique d'Iran est devenue officiellement le 9e membre de plein droit de cette organisation. Son drapeau sera désormais levé au siège du secrétariat à Pékin. La Biélorussie pourrait bientôt lui emboîter le pas. C'est du moins ce qui découle de la déclaration de New Delhi signée et approuvée par tous les membres de l'organisation. En voici un extrait. Les pays membres ont souligné l'importance historique de l'adhésion de la République islamique d'Iran en qualité de pays membre à part entière à l'Organisation de coopération de Shanghai. Ils ont également constaté l'importance de la signature du mémorandum de responsabilité de la République de Biélorussie afin d'obtenir le statut de pays membre de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'un des sujets majeurs des discussions était bien la sécurité régionale. Les membres de l'organisation abordaient notamment la situation sécuritaire en Afghanistan qui reste plus que tendue. Ensuite, la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme qui exige bien évidemment des efforts conjoints. Les tentatives d'interférence dans les affaires internes constituent une autre menace pour les membres de cette organisation. C'est du moins ce qui découle de la déclaration du président chinois qui a proposé une série de principes communs de politique extérieure de l'organisation. Il convient d'élaborer par nos propres moyens une politique extérieure basée sur les intérêts communs à long terme de notre région. Il est nécessaire de rester vigilant envers les tentatives extérieures d'attiser une nouvelle guerre froide et de provoquer une confrontation des blocs dans notre région. S'opposer catégoriquement à toute tentative d'intervention extérieure et d'incitation à des révolutions de couleur, quel que soit le prétexte. De son côté, le président russe a dénoncé la dégradation du système de sécurité international. À titre d'exemple, a évoqué notamment le conflit en Ukraine et s'est arrêté une fois de plus sur ses causes. Écoutons. Il y a longtemps que le projet de transformation de notre pays voisin, qu'est l'Ukraine, en État hostile, en une anti-Russie a commencé. Ce pays a été depuis 8 ans inondé d'armes. Ils ont laissé faire l'agression à l'encontre de la population civile du Donbass et ont encouragé par tous les moyens l'ancrage de l'idéologie néo-nazie. Et tout cela pour mettre en péril la sécurité de la Russie, pour freiner le développement de notre pays. Vladimir Poutine a également profité de l'occasion pour remercier ses homologues et ses collègues au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai pour le soutien des autorités russes lors des récents événements troubles en Russie. Je parle bien évidemment de la mutinerie organisée par le groupe paramilitaire Wagner avec Yevgeny Prigojine en tête. Côté économique, les pays membres de l'organisation ont soutenu les principes d'ouverture du marché mondial et se sont exprimés contre les restrictions qui violent les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Lors du sommet, la Chine a proposé sa vision des grandes lignes de la politique économique de l'organisation. Écoutons. Je trouve judicieux la proposition d'augmenter le taux de règlement en monnaie nationale au sein de l'organisation, de renforcer la coopération sur les monnaies nationales numériques et d'œuvrer à la mise en place d'un consortium interbancaire de l'OCS. La Chine est prête à partager son marché important et son expérience en matière de développement. D'ailleurs, la Russie, elle aussi, défend depuis longtemps les échanges en monnaie nationale. Lors du sommet, le président russe a donné le bilan de cette politique et s'est exprimé également sur les échanges commerciaux entre la Russie et les États membres de l'organisation. Écoutons. On constate le recours croissant aux monnaies nationales dans les échanges mutuels. En 2022, la part de la monnaie russe dans les opérations d'exportation de tous les pays de l'OCS confondus a dépassé 40%.
Les échanges commerciaux entre la Russie et les pays membres de l'organisation, l'année dernière, ont augmenté de plus d'un tiers, soit 37%, atteignant un niveau record de 263 milliards. Pour la période de janvier à avril, il y a eu encore une augmentation de 35%. Les membres de l'organisation ont remercié l'Inde pour sa présidence lors du sommet et ont souhaité la bonne chance au Kazakhstan qui présidera l'organisation pour l'année à suivre. Sur Sud Radio, Piero San Giorgio a parlé du suicide de l'Occident. Est-ce que ça a commencé en 1914 ? Écoutons un extrait de l'émission. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. On parle également. Et en fait, c'est ce mélange qui permet, par exemple, je crois que nous avons un point commun entre vous et moi, c'est que nous avons été parmi les premiers, les seuls en Europe en début 2016 à prévoir ou émettre l'hypothèse que Donald Trump allait être élu. Ouais. Contrairement à tous les pronostics. C'est parce que probablement, nous avons une manière de réfléchir, nous avons une connaissance aussi du terrain. Je connais bien les États-Unis comme vous. Moi, je connais aussi le Moyen-Orient, l'Afrique, etc., pour y avoir travaillé. Ouais. Et donc, ça permet de voir l'avenir qui ne se distribue pas forcément de manière égale partout au même moment. Tout à fait. Autre Il est en train de nous rattraper. Autre point commun, Piero San Giorgio, je suis né à Beyrouth et j'y ai vécu pendant 20-25 ans. Donc le Moyen-Orient, autre point commun que je connais aussi. Mais arrivons à cela. Quand vous parlez alors justement de survie, parce qu'on a beaucoup entendu parler à un moment donné, c'est sorti il y a déjà une vingtaine d'années, et même plus, ce qu'on appelait les survivalistes. Mais vous n'abordez pas ça de cette façon. Vous dites, il est temps, voilà, il se passe ce qui se passe, on va regarder, mais il est temps de se prendre en main et de ne plus compter sur un gouvernement, un État, une puissance, je dirais, mondialiste ou une puissance multinationale. Il est temps de ne compter que sur nous-mêmes. J'ai bien compris, c'est bien ça que vous essayez de faire passer ? Il faut compter surtout et d'abord sur soi-même. Bien sûr, l'environnement compte, l'État existe, c'est souvent... pour le grand malheur des citoyens, l'État existe, rarement pour le meilleur. Il y a des exemples de pays et des nations qui marchent bien dans le monde. Bien sûr, y compris au niveau des libertés individuelles, y compris au niveau évidemment de la sécurité et du... Et voilà, c'est ainsi que se referme la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Edprod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM Jacques Mel. Pour présenter la page internationale Ehrlich d'Aurelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo à Boston, 85 degrés Fahrenheit, ça donne 29 degrés Celsius. Jacques Mel, 91 degrés Fahrenheit, ça donne 33 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir à la Saïtienne, bonsoir aux Bans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich d'Aurelas.